Bonjour à tous, bienvenue au CES de Las Vegas. Ça a été un petit peu, laborieux. On va même tout vous dire, on a commencé une première émission avant de se rendre compte qu'on n'était pas diffusé, vous savez tout. Voilà, c'est la première fois qu'on fait un live depuis le CES de Las Vegas. C'est la première fois qu'on met en place une telle structure. Alors vous nous excuserez pour ce petit décalage. On a 3/4 d'heure de retard. On espère que vous êtes quand même au rendez-vous, que vous ne nous en voulez pas trop. Voilà, le retour, je l'ai, ça marche. Ouf, ça a été chaud. Bienvenue à tous. Nous sommes à 9000 km de Paris. Il est 10h45 du matin ici. On va passer un peu plus d'1 heure ensemble avec plein d'invités. On va vous montrer les nouveautés, on va vous donner les infos et puis on va essayer de comprendre les grandes tendances qui se dégagent en ce début 2012 avec ces 4 jours qui vont s'achever ici dans quelques heures. Tout de suite, je vous présente mes amis qui nous ont fait la gentillesse de rester malgré ce début un peu difficile. Et tout d'abord, Anne Fan, mon copain camarade du Journal du Geek. Salut Anne. Bonjour Ben, comment vas-tu? Ça va bien, ça va mieux. Je vais pas vous dire. On est qu'en direct, voilà, ça va. C'était compliqué, mais on est très content d'être avec vous. Avec nous aussi un autre confrère, Patrick Pierre Garcia. Un seul mot, hein, c'est mieux. Oui. Voilà, on est chaud parce qu'on a commencé sans vous. Voilà. Déjà, on est bien. Donc, on est heureux. Pépé Garcia, c'est son surnom, journaliste, consultant et membre de l'ESA, cette association de journalistes, européens on fait tellement de bien et tellement de mal en même temps. Qui, vous le savez, chaque année remet des trophées qui sont extrêmement convoités par les constructeurs. Justement, il y a 2 de ces constructeurs aussi avec nous. Et puis, il y a plein d'autres invités qui vont arriver, qu'ils soient exposants, qu'ils soient revendeurs, distributeurs, qu'ils soient analystes ou journalistes venus de France pour ce CES. Ils vont aussi passer cette heure et quart avec nous. Alain Priou, alors vous représentez Toshiba. Bonjour Alain. Bonjour Vincent. Benjamin. Vincent, Benjamin. Ouais, mais c'est un grand classique. Voilà, hein. C'est un grand classique. Je l'ai fait exprès. Bon, alors, on remontera, on fera un petit montage. Ça sera parfait. Donc vous êtes le patron du marketing de Toshiba pour la France et maintenant aussi l'Italie. Exactement, oui. Donc, vous aimez les pâtes. Oui, ça tombe bien. C'est pour ça que j'ai été choisi d'ailleurs. Et puis Christophe Chancenay, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes le directeur du marketing et des ventes Monsieur Télé chez Haier. Absolument. Haier, très grand groupe chinois, oui. Encore assez inconnu en France. Mais on va voir que vous ne manquez pas d'idées et surtout vous manquez pas vous n'avez aucun complexe face aux anciens et aux groupes qui existaient avant vous. Alors on va faire un premier tour de table. D'abord, allez, petite température. Le CES se termine ce soir. Bon cru ou un peu de déception? Anne? En tant que journaliste, on va dire un peu de déception, tout simplement parce qu'on arrive sur cette période de stagnation. T'as remarqué que ma question, il y avait déjà la réponse dedans. Ouais, hein. donc, c'est bien. Donc oui, un peu de déception, tout simplement parce qu'on a eu ces dernières années une course à la technologie qui fait qu'au final, on se retrouve enfin cette année pour se dire ouf, entre guillemets, on est au calme. Moins de choses, que de l'évolution, pas de révolution malheureusement. Mais ça veut dire qu'on est condamné de temps en temps à avoir une année un petit peu... condamné, c'est le mot, parce que là, une année un peu plate, condamné, quoi. Une année un peu plate. Bah oui, quand on commence à foutre la gomme, à un moment donné, le CES pointe des directions, et puis après on les concrétise, mais une fois que les directions sont pointées, on va pas recommencer à chaque fois. Donc en effet, moi je serais un peu comme Anne, on pensait qu'il y a une petite déception, parce que je m'attendais, moi je me rappelle des grandes années, étant donné que ça fait quand même longtemps que je viens, les grandes années où on lançait carrément des formats, des supports, des machins, des trucs, comme le lancement du DVD ici avec Toshiba, où ça a été la folie mondiale, tout le monde faisait la colle extérieure, tout le monde voulait frapper tout le monde pour rentrer. On a frappé les gens de Toshiba, d'ailleurs ça s'est su après. Une catastrophe. Il n'y a pas de marque. Ils ont des marques sur les yeux. On s'est rendu compte que le lecteur de DVD qui était là derrière, il y avait une bécane de 12 mètres de large qui était en fin de compte un disque dur qui tournait. C'était un scandale monstrueux. C'est pas vrai. Donc il y a comme des grands moments au CES dans les carrières d'un journaliste. Et cette année, on peut pas dire qu'il y a eu de super grands moments. Il y a eu des confirmations de direction. Vous voyez, tout est dans les mots. Hein.
Christophe, à vous, c'est votre combienième CES? C'est mon 5e CES. Hein. 5e. On est tous à peu près au même chiffre. Hein. Allez, À part Pépé et Alain. visiblement. Ouais, Ah, moi, Pépé. j'ai commencé, Pépé. j'étais en culotte courte. Sérieusement 18e CES. Non. Bah, Si, j'ai commencé, j'avais 21 ans. Tu sais que sur le Tour de France, à 20, on a une montre. Et moi, j'espère avoir un gros cadeau, un téléviseur Toshiba. Voilà, j'aimerais avoir un téléviseur Toshiba qui fonctionne bien. 3D. Ah, qui fonctionne bien, j'ai dit. Il marche toujours bien, Pépé. Alors Christophe, impression de la température de ce CES? Bah, je pense que l'impression générale, effectivement, pas énormément d'innovation. Pour la marque, évidemment, un bon cru. Hein. On n'est pas connu en Europe encore. On s'implante. Hein. On est là depuis 1 an et demi. Donc des belles choses, des belles promesses pour l'avenir. Alors, on est installé, je vous présente un petit peu. Alors, tu vas parler, Alain, t'inquiète pas, tu es là pour ça. Hein. Je voulais juste préciser où on est. Le CES, c'est donc, ça se déroule à Las Vegas, dans l'équivalent du parc des expositions de la Porte de Versailles, pour simplifier. Il y a 3 très grands halls, on est dans le hall central. On est au premier étage d'une plateforme qui sert à nos confrères des télévisions américaines. CNN était ici à notre place jusqu'à hier soir. Et puis derrière nous, il y a le stand Samsung, le stand Toshiba est là-bas. Et justement, Alain Apriou, qu'est-ce que tu penses de cette année 2012 du CES? Moi, pour rebondir sur ce qu'ont dit mes confrères. Parce qu'en 2011, vous avez fait fort quand même. C'est mon 7e CES, Hein, donc c'est vrai qu'il y a eu des éditions particulièrement tumultueuses ou particulièrement enthousiastes. Pépé citait le DVD, je citerai le HD DVD. Oui, Qui mais je vais même citer les bonnes si- choses, moi. Je ne même veux pas si parler c'est des une- gadins mondiaux. Si c'est une expérience qui ne s'est Bah, pas gentil, terminée quoi. favorablement, ça a été quand même une expérience c'était merveilleux. enrichissante et merveilleuse. Merveilleux. Cette année, je crois qu'il ne faut pas analyser cette édition de façon trop négative. Je crois qu'il y a eu effectivement beaucoup d'innovations, une turbulence technologique permanente, et je crois qu'à un moment donné, le marché il a besoin d'un palier de consolidation. C'est un peu comme la bourse, quoi. Il ne peut pas y avoir chaque année la révolution. Ouais. Donc c'est ce qui est en train de se passer cette année. Néanmoins, je crois qu'il y a des directions technologiques qui avaient été fixées par tous les acteurs, et qu'aujourd'hui, on trouve cette concrétisation de choses qui vont dans le sens de l'amélioration des produits pour le bien-être des consommateurs et des produits que l'on verra sur le marché dans les mois à venir. Alors, on va parler de la 3D, on va parler des télés connectées, on va parler de la HD, on va parler de tous les autres sujets aussi, parce que ça va bien au-delà de la télé, le CES, mais quand même la télé, ce qui est vraiment nouveau, enfin, de mon point de vue cette année, c'est l'émergence de nouvelles interfaces, Tout à fait. voilà, pour prendre le contrôle de sa télévision. On va dire que la télécommande vit peut-être ces derniers mois. Alors, je vais vous demander votre avis sur le sujet dans quelques instants, mais écoutez d'abord Stéphane Cotte, c'est le directeur de la division audio-vidéo chez Samsung. Et Samsung sort au mois de mars justement une nouvelle gamme avec une interface assez révolutionnaire. C'est l'arrivée d'une petite caméra avec 2 microphones sur nos télés haut de gamme. Alors pourquoi faire, j'ai envie de vous dire? Tout simplement parce que cette petite caméra, ces petits microphones vont vous permettre de commander votre télé grâce à la voix et grâce aux gestes sans être forcément connecté à Internet. Donc on va pouvoir utiliser et contrôler sa télé de manière beaucoup plus fluide et intuitive. Donc ça c'est la première vocation de cette nouvelle fonctionnalité. Ça veut dire la fin de la télécommande en dur, comme on dit? C'est potentiellement la fin ou la mort annoncée de la télécommande, tout à fait. Donc ça c'est la première fonctionnalité de cette nouvelle caractéristique. La deuxième, c'est tout simplement l'identification. La télévision va être capable de vous identifier et tous vos contenus personnels, vous pourriez accéder sans être obligé de réinsérer votre identifiant ou votre mot de passe. Donc je veux actionner par exemple à mon compte Skype, pas besoin de remettre les identifiants, automatiquement la télé vous identifie et vous propose vos comptes personnels. Voilà Stéphane Cotte, pendant que certains tweetent, Florent Lafarge, je te vois là-bas avec ton BlackBerry. Hein, tu vas y passer toi aussi tout à l'heure, t'inquiète pas. Voilà, donc la fin de la télécommande les amis, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Pépé? C'est moi. Oui, je pense que quelque part, bon, c'est pas pour dans quelques mois comme tu as dit, je pense qu'il va falloir attendre longtemps. Ça fait longtemps qu'on a la petite chose dans la main et qu'on tapote dessus. Les modèles Samsung arrivent en mars. Comme une dactylo hystérique. Mais ce qui se passe, c'est en effet, je pense que l'avenir, quand on voit ce qui se passe avec Kinect et autres, l'avenir c'est dans la gestuelle, c'est dans le vocal. Justement, on parle du système Apple, le Siri. Bon, tu lui dis, est-ce que je peux sortir ce soir dans une bonne boîte de nuit? Il va pas t'amener au Queen, par exemple. Enfin bref, des trucs intéressants. Là, moi, je pense que l'avenir est justement dans quelque chose où il y a pas d'hasard. Tu sais très bien. Si tu veux, l'avenir est vraiment dans une interaction complète entre le produit et l'être humain. Je pense que cette télécommande novatrice ou les nouvelles interfaces permettra justement au consommateur d'être presque à l'intérieur de son produit et de vivre avec, au sens propre du terme, sans un machin mécanique qui est au milieu. Anne, est-ce que c'est quelque part ce qu'il y a de plus nouveau cette année dans le monde de la télé ici?
En termes de nouveautés, oui, Ouais. toutes les interfaces style Kinect où on bouge dans tous les sens, bon, ça va être très fun. Maintenant, il y a quand même le taux d'adoption du grand public, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore réglé tout à fait tous les problèmes, à savoir si on est 4 devant une télé, qu'est-ce qui va se passer réellement, et encore pire avec la voix, ça, j'imagine ça. Quand quelqu'un va crier, je veux regarder telle émission et l'autre personne juste à côté une autre émission. Là, ça va être bien. Ça va être chaud à la maison avec les enfants. Mais il y a peut-être d'autres choses encore qui vont arriver, comme je sais que chez Ailleurs par exemple, ça va vous présenter un prototype de contrôle par le cerveau. Alors justement, on a des images de cette télé que j'ai essayé hier. Vous nous avez apporté le casque qui sert à la piloter, Christophe. Exactement. Est-ce que vous pouvez le mettre déjà, parce qu'on ne va pas résister au plaisir. Je vais vous faire ce plaisir, évidemment. Ça se met de la manière la plus simple du monde. On met l'électrode sur le front et ensuite on branche la petite électrode sur l'oreille. Vous voyez, et la boucle d'oreille sert à quoi alors, dites-nous? Alors la boucle d'oreille, c'est pour qu'il y ait un contact et qu'on puisse mesurer en fait tout simplement l'électricité qui est émise par le cerveau. Et grâce à ce procédé, on va arriver à savoir de quelle zone l'électricité est émise, décoder ce signal et en déduire en fait une pensée. Ouais. Donc on va pouvoir par exemple changer de chaîne, faire programme plus ou programme moins. Alors on n'arrive pas encore à passer de la chaîne 1 à la chaîne 99, mais il faut savoir que c'est le départ. On va pouvoir aussi changer le volume, c'est-à-dire le faire diminuer ou l'augmenter. C'est quand même assez sympa. Moi, ça me fait carrément peur. Ouais. Non, mais c'est un côté un peu Star Trek. Vous savez, ils finissent mal dans Star Trek. Il y a des trucs, les Klingons et autres, ça va même chose. Pépé, moi j'ai pensé à Firefox, tu te souviens, avec oui, Clint aussi, Eastwood. je l'ai pas né à ce moment-là. Bon, Donc, tout le monde m'a charrié pour l'avoir dit, C'est mais intéressant. Ça me fait du un coup peu j'en peur. remets une couche. Ça me fait un peu peur. Mais c'est bon. Je vais baisser le volume Mais parce que tu dis des choses pas très sympas. Christophe, très concrètement, ça c'est une manière de vous faire remarquer. Vous sortirez pas une télé pilotée par un casque comme ça. Alors, c'est du concept. Soyons d'accord. Pour nous, c'est pas forcément une bouteille à la mer. Je vais réutiliser la phrase que j'avais utilisée tout à l'heure d'Henry Ford, que j'aime bien, qui disait quand je demandais à un consommateur quel est le nouveau moyen de locomotion qu'il voulait, il disait un cheval plus rapide. Il a sorti une voiture, donc il a réussi à trouver quelque chose d'intéressant et sans écouter le consommateur. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça choque. On va pas sortir un casque pour le grand public dès aujourd'hui. Mais on peut imaginer déjà des applications, notamment pour des gens qui seraient par exemple handicapés. Alain, vous, alors, l'innovation pour vous, elle n'a pas tellement ce visage-là. Hein. Cette innovation-là, en fait, on l'a présentée déjà sur des versions précédentes du CES. On avait du hand-gesture, donc de la gestuelle qui permettait de piloter les menus. On a fait des démonstrations à Berlin avec la voix. Donc on a pensé que cette année, ce n'était pas la priorité des priorités. Donc bien entendu, nos équipes de recherche et développement travaillent en silence dans cette direction parce qu'effectivement, c'est une piste d'amélioration de la convivialité de l'utilisation du téléviseur. Pour vous aujourd'hui, l'innovation dans le domaine de la télé, elle se situe à quel niveau? Est-ce que ça va être l'aspect connecté? Est-ce que ça se joue sur la 3D? On se souvient de l'année dernière, le coup que vous aviez fait avec la télé sans lunettes. Est-ce que ça va se jouer autour de la haute ou de la très haute définition? C'est quoi la prochaine priorité pour les fabricants comme vous? Je dirais qu'on est un petit peu dans ce palier de décompression, c'est-à-dire qu'on a une approche qui est dans un premier temps, parce qu'au-delà de la télé, il y a quand même une avalanche d'écrans aujourd'hui pour le consommateur. Les consommateurs, il y a les PC portables, il y a les télés, mais n'oublions pas ce troisième, ce quatrième écran qui vient d'arriver et dont tout le monde parle et dont tout le monde se dit mais il va remplacer quoi, il va se substituer à quoi, il va s'additionner à quoi, il va servir à quoi, donc il y a la tablette. Et donc nous aujourd'hui, notre stand était là pour exprimer un petit peu ce que l'on pense de ce qu'on appelle la stratégie multi-écran. C'est comment le consommateur va pouvoir au niveau de chaque écran trouver un petit peu son bien-être à domicile, la tablette pouvant servir à de multiples choses. Ça je dirais la plateforme globale. C'est une tendance assez générale chez les constructeurs d'ailleurs. Voilà, exact. Et ça je crois que c'est une démarche qu'il faut que l'on pousse très fort pour je dirais, proposer aux consommateurs des applications dans lesquelles il va se reconnaître et qui vont faire les produits de demain. Maintenant, au-delà de cette plateforme globale, au niveau de la télé, effectivement, la 3D, on en a parlé dans la version précédente, mais on s'est dit que c'était un phénomène qui avait été implanté sur le marché de façon un peu brutale et un peu trop rapide, et qu'aujourd'hui, il faut essayer de poser un peu les valises et d'essayer d'améliorer la chose. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on pense que la 3D, qui aujourd'hui propose des versions avec lunettes, que l'on a nous aussi, que l'on propose aux consommateurs sur le marché européen, français, on pense qu'à terme, il faudra se prémunir, enlever cette paire de lunettes qui quand même reste une contrainte pour le consommateur, parce que la télévision est avant tout
un mode de consommation, de distraction conviviale et qui doit être simple. S'il faut trouver sa paire de lunettes, qu'elle soit propre, qu'on en ait 3 ou 4, etc., c'est plus un plaisir, ça devient une vraie corvée. Son casque aussi. Votre première télé sans lunettes, elle vient de sortir. Alors notre Celle télé... d'il y a un an qui a été vraiment montrée à l'IFA, elle est dispo depuis le mois de décembre. Voilà, elle a été lancée au Japon en décembre. Bon, je veux dire, traditionnellement chez Toshiba, on lance les premiers modèles au Japon, puisque le Japon est un marché domestique extrêmement important où la marque a toute une légitimité très supérieure au restant du monde entier et où le consommateur japonais, lui, il est très friand de nouvelles technologies. Donc le produit a été sorti mi-décembre. Voilà, donc on va dire que c'est une première version. Pour l'avoir vu, c'est vrai que ça fonctionne, mais on n'a pas encore la qualité qu'on peut atteindre avec des lunettes. Alors, objectivement. Une petite réserve, je crois que cette technologie-là, elle amène de la qualité 3D, de la très bonne qualité, puisqu'on a une dalle de départ, qui est une dalle 4K2K, donc il y a une résolution beaucoup plus fine, qui permet d'avoir un rendu 3D de très très bonne qualité. Il y a juste un petit souci dans cette technologie, c'est l'angle de vision par rapport à l'écran. Et effectivement, ce qu'il fallait maîtriser, c'était le fait que quand on bouge par rapport à l'écran, on puisse conserver cet effet 3D optimal. C'est ça la difficulté. Et je crois que par rapport à ce qu'on a montré au CES il y a un an, qui étaient des premiers prototypes, aujourd'hui il y a quand même un travail colossal qui a été fourni, la qualité s'est améliorée et je pense que les produits tels qu'ils sont aujourd'hui sont tout à fait acceptables par le consommateur. Alors, évidemment, tout le monde parle ici, plus ou moins, de l'arrivée attendue d'Apple sur le marché de la télé. Je vais vous remercier, Christophe, d'être venu. Je sais que vous avez un rendez-vous, donc je vais vous libérer pendant qu'on va écouter et retrouver Stéphane Cotte de Samsung. Si vous voulez revenir après votre rendez-vous, on sera sans doute encore là. Donc la porte est ouverte, vous revenez. Ça fonctionne, parce que vous avez notamment une tablette qu'on aurait bien aimé voir. J'ai donc, plein de choses encore dans les poches. Vous avez l'adresse. Je garde pour tout à l'heure et je repasserai avec grand plaisir. Voilà, on n'aura pas bougé. Donc cette arrivée d'Apple, tout le monde en parle. En tout cas, dans la confidentialité des bureaux et c'est un sujet d'intérêt pour tout le monde, y compris chez Samsung. Stéphane Cotte, il est plutôt impatient de voir Apple débouler sur le marché de la télé. On l'écoute. Alors, plus qu'un sujet de discussion, c'est plutôt un sujet stimulant. C'est clair que les concurrents d'aujourd'hui de Samsung ne sont pas forcément les concurrents de demain. On imagine bien effectivement de nouveaux arrivants et ça stimule un petit peu la recherche et développement chez nous. Et l'arrivée de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance gestuelle, c'est déjà une réponse à Apple chez Samsung. Parce que vous imaginez qu'une éventuelle télé Apple aurait cette caractéristique ? On peut imaginer que ça pourrait effectivement arriver via Apple sur le marché de la télé, donc on a décidé d'anticiper. C'est arrivé d'abord sur les télés Samsung. Donc ça arrivera d'abord, en tout cas dès le mois de mars, dans les télés Samsung, tout à fait. Qu'est-ce que ça va changer sur le marché si une télé Apple arrive ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Ça peut changer beaucoup de choses. Je pense que ça peut nous aider à créer de nouveaux marchés. Derrière, vu la capacité de la marque Samsung aujourd'hui à animer un marché, avoir deux gros acteurs qui ensemble animent ces nouveautés, ça devrait nous permettre d'avoir une pénétration de ces nouvelles technologies beaucoup plus rapide. Et c'est un petit peu ce qu'on a réussi à faire sur le métier du smartphone. Ça veut dire que sans Apple, vous vous sentez un petit peu seul ? Non, ça veut dire qu'on n'a pas peur de la concurrence. Alors là, on est sur un sujet qui concerne deux autres de nos invités. Est-ce que vous pouvez venir, Jean-Christophe et Elie, venez vous mettre à côté de nous. On va partager les micros à la bonne franquette, comme on dit. Jean-Christophe, salut. Elie Abitbol, MCS, revendeur Apple à Nice, mais aussi président des Apple Premium Resellers. Donc c'est les revendeurs Apple en France, indépendants. Et Jean-Christophe Linder, donc le patron de Macway. Alors, si vous avez un Mac, vous avez forcément un jour acheté un disque dur ou un périphérique chez Macway. Est-ce que vous pouvez leur prêter vos micros, les amis ? Je commence peut-être par vous, Elie. Qu'est-ce qu'on sait concrètement aujourd'hui de cette rumeur qui concerne Apple et le monde de la télé ? Tout le monde en parle. Donc nous, on espère que ça sera vrai. Mais pour répondre un tout petit peu à ce que j'ai entendu tout à l'heure, donc Apple, on attend tous une révolution, mais on ne sait pas ce que ça va être. On sait qu'ils ont mis 5 ans à créer l'iPhone et quand ils ont dit qu'ils allaient sortir un téléphone, tout le monde s'est moqué. Steve Jobs travaillait sur ce projet télé, c'est ce que tout le monde dit, son biographe y compris, depuis 10 ans. Donc
qu'est capable de faire quelqu'un comme Steve Jobs au bout de 10 ans de réflexion, on attend tous. Jean-Christophe, la télé Apple, est-ce que Apple a autant de chances de frapper aussi fort sur le marché de la télé que dans la téléphonie, la musique numérique ou les tablettes? Moi je crois réellement, parce qu'il y a réellement des problématiques complexes, entre autres autour de la télécommande, pour piloter différents appareils, la télé elle-même, les périphériques, etc. Et je pense que comme dans le téléphone portable, au niveau des smartphones, avant l'arrivée d'Apple, c'était extrêmement complexe et aujourd'hui tout le monde sait utiliser un iPhone. Donc je pense qu'au niveau de la télé, ils ont vraiment des choses à faire. Et d'après les informations qui circulent, ils arriveraient en plus relativement rapidement, probablement cette année. Ah, dans l'année, c'est... On espère, oui. Ouais. Et puis ça sera effectivement un téléviseur connecté. Alors quelle dalle, on ne sait pas, quelle taille d'écran, on ne sait pas. Mais ça sera certainement très intégré et très très facile à utiliser, c'est ce qu'on pense. Peut-être Siri, comme... Ah oui, Ouais, allume-toi, éteins-toi, zap, Mais alors, c'est mauvais. quand même, Voilà, des trucs simples quoi. le problème, entre guillemets, c'est que l'interface vocale qu'Apple apporterait, elle existe déjà. Samsung a annoncé sa gamme. Là, de ce point de vue-là, qu'est-ce que Apple peut apporter de différent, de vraiment différent? L'intelligence de Siri, c'est que c'est connecté à un serveur. Donc une télévision qui répondrait à des commandes vocales serait très simple. Ça serait change de chaîne, ou plus 1 ou moins 1, ou éteins ou allume-toi. Siri, on pourrait lui dire trouve-moi le match de foot qui passe ce soir à 20h. Et vous ne vous rappelez plus quelle chaîne. Ou enregistre la prochaine émission des Guignols. On lui pose des questions intelligentes. Exactement. Hein, ouais. Mais qu'est-ce qui empêche en fait les autres constructeurs de le faire ça? Bon, typiquement Siri, on sait que voilà, c'est de l'interface vocale. Maintenant, rien n'empêche les concurrents de proposer exactement la même chose. Je suis tout à fait d'accord avec Anne. On cherche à savoir quelle est la vraie plus-value d'Apple, puisqu'on va parler effectivement quelle taille d'écran, etc. Bon, alors, quelle taille d'écran, on les a déjà chez Panasonic, chez Toshiba, Sony, etc. Et en plus, ce sont eux les vrais constructeurs, puisqu'ils ont leur dalle, ils ont leurs choses. Donc, à part éventuellement une interface à la iOS, très personnellement, je ne vois pas encore l'intérêt d'une Apple TV, en plus avec la concurrence directe des producteurs de contenu comme TF1, Canal+, etc. Il y a quand même de grosses inconnus dans ce... Tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que ce qu'on voit sur le CES, c'est déjà les constructeurs ont pris une longueur d'avance entre guillemets. Ils commencent à balancer des trucs avec la gestuelle, de la vocale. Donc même je ne sais pas ce que Apple va apporter de plus, peut-être un système intelligent, encore plus intelligent que les autres, mais ils sont en train de prendre une sacrée avance quand même les petits copains là. Steve Jobs a dit à son biographe avant de mourir qu'il avait trouvé, après des années à chercher, le truc qui allait faire la différence. Oui, mais Steve Jobs n'est plus là. Oui, mais Steve Jobs a sans doute passé les infos à son successeur, à Tim Cook. Merci à tous les deux. On va évidemment vous faire revenir, si vous pouvez rester encore un petit peu avec nous, parce qu'on voudrait parler aussi de la présence d'Apple qui est là sans être là. C'est un vrai sujet. Puis vous venez chacun faire aussi vos courses. Jean-Christophe, vous en avez plein votre sac? Bon, alors ne partez pas, on a envie de savoir ce que vous nous réservez. Voilà, on va parler de tous ces sujets, on va parler de la photo, parce que aussi maintenant le CES a incorporé la PMA qui était autrefois un salon séparé. Sur la télé, la 3D, ça a été le gros sujet des 2-3 dernières années. Aujourd'hui, est-ce qu'on se concentre sur la haute définition davantage? On parle beaucoup de 4K. Mais on va en parler si tu veux, parce que, je sais pas, on pourrait commencer par là. C'est quoi le 4K, Alors le 4K d'abord, il faut savoir que toutes les marques appellent le 4K et qui n'est pas du 4K, c'est une aberration. Alors, le 4K, c'est le double du 2K si vous voulez. C'est une résolution qui n'est pas la HD. Donc toutes les marques qui ont des téléviseurs qui sont Quad HD, donc avec une résolution de 3800 quelque chose pixels, c'est pas du 4K. Ils appellent ça du 4K. Parce que je pense que tous les gens qui ont ces dalles ultra haute résolution ne savaient pas comment l'appeler. Donc ils ont décidé d'appeler ça 4K. Alors que ce n'est pas du réel 4K technique. Le réel 4K technique, c'est du 2K x 2. Et c'est uniquement secteur pro. Donc il y a déjà un problème, du coup on se retrouve avec des téléviseurs qui sont de haute résolution, de très haute résolution, avec 3 noms différents. Il y en a qui s'appellent 4K, il y en a qui s'appellent UD, alors UD c'est Ultra Definition chez LG, il y en a qui s'appellent Quad Full HD. UD, hein. Voilà, pardon, excuse-moi, oh là là, je reste un petit peu ici. J'essaie de comprendre ce que tu dis. C'est vrai, alors j'imagine. Bon alors c'est très difficile toujours. Et il y a en même temps le Toshiba qui appelle ça le Quad Full HD. Ça fait que pour un produit qui est une évolution de la télé, en définition j'entends, il y a déjà 3 appellations différentes dont une qui est fausse. Ça commence très fort les gars. Donc il va commencer à faire justement à se rencontrer, à uniformiser, dire c'est quoi cette haute définition extraordinaire, ça s'appellera comment et quel est l'avantage pour le consommateur. Point. Pour moi il y a un avantage,
c'est que si on passe en 3D passive, la 3D qu'on affichera donc en Quad HD aura une résolution HD. Point. Tandis que pour le moment, c'est divisé par on 2. perd à chaque fois En passif, on divise par 2. Ouais, Enfin, aussi officiellement, on dit on divise par 2. Donc si on multiplie par la densité de pixels par 4, on va retrouver une image qui est très très bonne en 3D. Mais on retombe dans le même problème, il va falloir apporter les contenus. Il faut changer à nouveau toute la chaîne de fabrication. Pour le moment, il n'y en a pas. Oui, c'est ça, il n'y en a pas. Là, on parle en fait de beaucoup de choses, puisqu'on parle de 4K, on parle de 3D, on parle de téléconnecté. Là, on a abordé plein de thèmes qui sont. Mais Jean-Pierre, vous savez le nombre de logos qu'il y a en bas d'une télé quand on achète une télé, vous vous rendez compte de. Des graffitis. Peu pour Panasonic. Non, mais on parle de beaucoup de choses. Juste un point sur la 3D. Aujourd'hui, la 3D qui avait été lancée en fanfare ici, et notamment Panasonic avec Avatar, ça c'est sûr. Il y a 2 ans, aujourd'hui la 3D est une fonction, une caractéristique normale entre guillemets de la télé. Voilà. Ce n'est plus une plus-value. C'est pas une plus-value, c'est pas un argument de monter en gamme. Ce qui est sûr, c'est que tous industriels on défend la qualité autour de la 3D, c'est sûr, qu'elle soit active, et c'est plutôt les petits de Panasonic, passive ou sans lunettes sur des développements qu'on a tous et qu'on attend aussi en tant que consommateurs finaux. On parle beaucoup de téléconnectés, voilà. Et surtout, n'oublions pas, s'il vous plaît, qu'on parle de télé, mais parlons aussi déjà, en priorité, de qualité d'image, voilà, d'apport et d'amélioration sur l'image telle qu'elle est retranscrite pour regarder les journaux télévisés, pour regarder les métaux, etc. C'est déjà une priorité. Alors, bien évidemment, on est au CES qui réunit la technologie, le monde entier est arrivé ici, mais on parle déjà, on s'adresse à des consommateurs qui sont ici, qui viennent peut-être acheter leur écran ou leur système Blu-ray, voilà, ou leur appareil photo, comme tu l'as souligné. Donc, et il est notre devoir aussi de faire envie, voilà, nous tous, et de parler, d'essayer de préparer un peu l'avenir en parlant et en montrant des technologies qui sont le 4K, alors qui sont aujourd'hui des noms barbares qu'il faut un peu démocratiser, ça c'est sûr. Juste pour revenir sur le 4K, puisque je voulais juste balayer un peu de revers de la main tous les différents thèmes évoqués. Le 4K, en tout cas, nous le présente. On l'a présenté. Et c'est pas du 4K le vôtre en plus. C'est un 4K 2K, voilà. Non, c'est pas du 4K, c'est 3860, c'est du Quad HD. Et hop, mais on commence, on va arrêter maintenant. Je ne dis rien, il est là pour ça. Hein. Du 4K, le 4K c'est le secteur pro, vous n'y êtes pas, c'est de la HD x 4. Tu veux que je t'embrasse? Non, mais de toute façon ça va. Attends, ah ouais, c'est bien, il est intraitable. Non mais par expérience, ça va arriver à un énorme bourbier à la fin, tout le monde va s'engluer et on va tous mourir. Oui, non, mais non, je suis d'accord. J'ai perdu le 3 aujourd'hui, on va pas perdre le 4K derrière. Redevenons réalistes simplement. Réaliste. Le 4K en tout cas est démontré aujourd'hui sur le stand, en tout cas chez nous, dans un cadre d'une application qui pourrait être demain peut-être médicale. Voilà, ça c'est intéressant. Ah oui, complètement. Alors vous c'est d'une précision redoutable, c'est du 20 pouces. Donc on est sur un 20 pouces après avoir présenté des 150 ou 158 pouces. Voilà, on est sur du 20 pouces avec une réalisation extraordinaire, voilà, et qui correspond peut-être demain ou demain proche, en tout cas voilà, à des applications très spécifiques. Oui. Alain, le mot de la fin. Nous le 4K 2K effectivement c'est un jargon barbare, donc nous on est sur l'appellation Quad Full HD. Voilà. En fait, on est arrivé sur ce genre de dalle parce que dans le développement de notre télévision 3D sans lunettes, pour avoir un résultat en 3D qui soit de très haute qualité, il faut avoir une dalle de très très fine résolution. Néanmoins, je pense que la 3D va rester, comme ça a été dit précédemment, comme étant une option effectivement sur le téléviseur qui pourra permettre aux consommateurs de profiter de certains contenus vidéo particuliers qui supportent bien la 3D. Mais la dalle Quad Full HD permettra surtout d'avoir des contenus en DD qui vont devenir exceptionnels. Et ça, je crois, effectivement, je rejoins mon collègue, alors c'est que c'est une démarche que, au-delà de tous les gadgets que l'on peut voir fleurir à droite et à gauche, je crois qu'une des préoccupations majeures des consommateurs, c'est d'un côté le design. N'oublions pas cet aspect design qui est fondamental, mais la qualité. Je crois que la dalle Quad Full HD apportera une qualité exceptionnelle qui sera proche de l'image de base. Bon, merci messieurs voilà, on a essayé de faire à peu près le tour d'horizon de ce qui s'est passé ici et ce qui va se passer dans l'année du côté des télés. Je vous remercie tous les deux d'être venus. Merci, on va maintenant s'intéresser à la présence française ici au CES. C'est un salon américain au départ qui a une portée mondiale. Et maintenant les Français, les petits Français comme on les a appelés, ne sont plus si petits que ça. On a plusieurs exemples de Français qui sont ici massivement et qui se font remarquer. Ils vont s'installer à vos places dans quelques instants. Et pendant qu'ils s'installent, on va retrouver l'un de ces Français qui monte et qui compte. C'est Henri Seydoux, le patron, le fondateur de Parrot. Vous connaissez l'Air Drone, ce drôle d'oiseau avec 4 hélices qui vole. Vous avez forcément vu des images, il est même passé dans plusieurs films américains. L'Air Drone deuxième version a été présentée ici et vous n'avez pas idée de ce à quoi peut servir l'Air Drone. Écoutez Henri Seydoux de Parrot.
Il y a par exemple CNN qui a fait un reportage quand il y a eu des grandes tempêtes aux États-Unis, qui a filmé avec le drone. Il y a une équipe de secouristes en Nouvelle-Zélande qui ont filmé avec le drone dans un bâtiment qui allait s'effondrer ou qui pouvait s'effondrer pour le filmer. Il y a des vidéos faites par des amateurs, des dizaines de milliers de vidéos sur YouTube qui ont été faites, dont une extraordinaire où il y a le drone qui vole dans un feu d'artifice. Donc en pleine nuit avec des trucs qui explosent partout. Donc il y a plein de trucs très très jolis qui ont été faits avec le drone. Voilà, donc Henri Sédou, le succès de l'AR Drone, deuxième version avec plein d'améliorations. Si vous n'avez jamais essayé, voilà, Elia Bitbol, donne-moi le dépliant Ali, c'est une bonne idée, tiens. Hop, voilà, l'AR Drone. C'est quand même vraiment un drôle d'oiseau. Hein. Toi, le geek qui aime les geekeries. L'AR Drone, c'est quand même assez formidable. Hein, là-dessus, il y a même maintenant des tournois d'AR Drone, c'est pour te dire. Fanny Bouton derrière toi approuve des 2 pouces. Exactement, voilà, mais c'est normal. C'est vraiment le gadget. On pilote ça avec son smartphone. On peut faire plein de choses. Et il y a des jeux maintenant, tout ça en réalité augmentée. Et donc dans cette nouvelle version avec la Full HD, imagine pouvoir, je sais pas moi, enregistrer la communion du petit depuis une vue du dessus. Ce qu'on n'a jamais pu faire jusqu'à maintenant. Alors, 2 nouveaux invités nous ont rejoints et vraiment on vous remercie. C'était un DE, tu sais. Mais t'as raison, j'aurais dû dire 3, s'il n'y aurait pas eu de confusion. Merci à vous d'avoir patienté, d'être resté avec nous. Je commence par vous, Frédéric Rose, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Technicolor, entreprise française, alors qu'on connaît tous depuis notre enfance, depuis les westerns, mais Technicolor, c'est plus du tout l'image qu'on en a peut-être encore parfois, et vous allez nous expliquer ce que vous faites et pourquoi vous êtes ici au CES. Serge Renoir, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes jeune chef d'entreprise, votre boîte a 1 an, je crois. 1 an et demi. 1 an et demi. Vous êtes au CES pour la première fois et vous avez été récompensé par l'un des trophées les plus prestigieux du salon pour ce téléphone dont vous allez nous parler. Vous allez nous raconter ce qu'il a de particulier. Et puis Xavier Dalloz, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes analyste. Je ne vais pas dire que vous êtes... vous organisez un voyage tous les ans au CES. Vous êtes venu avec combien de personnes cette année? Une centaine. Une centaine de personnes. Qui sont les gens que vous amenez ici? Des utilisateurs exclusivement. De grandes entreprises telles que EDF, telles que Renault, SNCF, RATP, c'est aussi Michelin. Que viennent-ils faire? Mais c'est aussi L'Oréal, c'est Louis Vuitton. Que viennent-ils faire ici? Du CAC 40. Ils viennent ici essentiellement pour comprendre les nouveaux usages, mais surtout les expériences utilisateurs qui pourraient leur servir d'exemple pour qu'ils puissent les appliquer eux-mêmes et en obtenir un avantage concurrentiel. Alors, vous allez nous dire dans quelques instants ce qu'ils ont ressenti, et ce qu'ils attendaient aussi, est-ce que leur attente a été satisfaite ou pas. Frédéric Rose, justement, on parlait des usages utilisateurs. Vous, l'un des produits que vous avez amené ici au CES et que vous avez lancé, c'est une nouvelle interface. Alors, il y a 2 produits qui m'ont marqué. Il y a cette interface qui permet de choisir l'image qu'on affiche sur sa télé et de le faire un peu à la Minority Report. On est face à un écran et en bougeant les mains, on peut se promener par exemple sur un terrain de football et se placer à la place, aller dans n'importe quelle direction. Mais c'est remplacer la régie. C'est ça, on remplace la régie. Voilà. On remplace la régie. Vous le dites beaucoup mieux que moi, en beaucoup moins de mots. On donne aux consommateurs le choix de simplement décider. Voilà ce qui m'intéresse, j'aimerais regarder l'arbitre, j'aimerais regarder le joueur 13 ou le joueur 9, ou j'aimerais regarder la balle, ou tiens, quelque chose qui se passe par-ci par-là, ou j'aimerais avoir une vue complète ou une vue restreinte, et tout ça en manuel de votre siège. Mais c'est vraiment vous qui contrôlez votre expérience. Qu'est-ce que ça suppose Qu'est-ce qu'il faut comme source de départ pour pouvoir faire ce genre de manipulation dans l'image? Il faut des transmissions en haute définition, il faut pas mal de caméras et puis il faut la coopération naturellement des ayants droit qui sont prêts à créer une chaîne qui soit une chaîne où ils vous donnent toutes ces informations-là et vous donnent à vous
l'autonomie de jouer la régie vous-même. Alors typiquement, moi j'ai vu l'exemple sur votre stand avec un match de football. Oui. Quelles sont les différentes utilisations possibles de cette technologie? Dans quel genre de contexte on pourrait la mettre en place? Tout ce qui se passe en temps réel, toute manifestation, qu'elle soit artistique ou sportive, en temps réel. Vous savez, quand vous êtes dans un match, quand vous allez voir quand vous allez dans un stade, il y a énormément de choses qui se passent et finalement, ça vous donne la liberté de vous focaliser là-dessus. Mais on pourrait l'imaginer même pour le théâtre ou l'opéra ou pour des autres manifestations culturelles. C'est votre combienième CES? C'est mon 4e CES. 4e CES. Alors, je ne sais pas quel effet vous avez eu la première fois que vous êtes venu ici. La première fois, j'étais très impressionné parce que jusqu'alors, j'avais toujours participé à ce qu'on appelle les shows ITU Genève et Hong Kong, qui sont des très très grands spectacles, et puis Barcelone en GSM et Cannes. Mais ce salon est totalement différent. Ce salon est un salon qui parle beaucoup plus du consommateur, qui parle beaucoup plus de ce qui se passe chez vous et chez moi, et de ce côté-là, bien plus passionnant. Alors Serge Renoir, vous avez un peu de culot quand même, parce que vous créez votre boîte. C'est votre premier produit? Oui, c'est notre premier produit. Et vous venez directement au CES, alors sans passer par la case départ, hein, directement le plus grand salon mondial consacré à l'électronique grand public. Oui, on est venu d'abord un peu apeuré, petite société perdue au milieu de tous ces grands groupes. C'était pour nous déjà très impressionnant. Vous êtes d'où? On est à Issy-les-Moulineaux. D'accord, région parisienne. Mais le résultat est magique. D'abord par l'accueil qui a été fait au produit, puisque dès le premier jour on a eu ce prix Best of Innovation Award qui récompense le meilleur produit dans sa catégorie, donc ça c'était inattendu et vraiment une belle surprise qui récompense les efforts de toute l'équipe. Je crois qu'il y a 20 000 nouveaux produits au CES, grosso modo. Hein. Plus de 20 000 produits par an, et donc pouvoir arriver et émerger par rapport à cette masse de produits, c'est quand même quelque chose de très magique. Bien. Je crois que vous l'avez appris comment cette distinction? Vous le saviez avant de venir ou pas? On l'apprend un petit peu avant. Parce que je pense que les organisateurs veulent s'assurer qu'on soit bien là. Mais donc c'était vraiment une très bonne surprise pour nous. Alors, dites-nous quand même, qu'est-ce qu'il a de particulier ce téléphone? D'abord, oui. C'est pas un téléphone. C'est ça, voilà, c'est pas un téléphone. Merci Anne, c'est ce que je voulais dire en fait. C'est le téléphone de bureau, donc des petites et moyennes entreprises de nouvelle génération. On est parti d'un constat simple, c'est que la téléphonie, et la téléphonie d'entreprise notamment, elle a très peu évolué ces 15 dernières années. On a tous sur nos bureaux des téléphones gris, ils ont tous à peu près la même forme, ils ont beaucoup de touches, ils sont très compliqués, ils ont 150 fonctions, mais on en utilise 2 ou 3. Donc nous, on a essayé de remettre tout ça à plat et de venir avec un produit, d'abord avec un design qui soit plutôt agréable et très épuré, très simple à utiliser, où finalement on a enlevé toutes ces touches, tout ce qui est un peu anxiogène sur nos téléphones, et on l'a remplacé par ce qui aujourd'hui procure la meilleure interface utilisateur, c'est le smartphone, et notamment l'iPhone avec ce premier produit. Et puis surtout, on a essayé de mettre le paquet sur la qualité audio, puisque tout le monde se plaint des qualités, notamment en main libre, assez médiocres, ça hache, on entend mal son correspondant. Nous, on a mis 8 haut-parleurs dans ce produit pour projeter le son et rendre un son très enveloppant, comme lorsqu'on se parle en face à face, et 8 microphones pour vraiment se focaliser sur la personne qui parle et puis supprimer tous les bruits ambiants. Donc tout ça contribue à augmenter considérablement la qualité des communications et à rendre plaisantes nos communications. Alors vous avez donc frappé d'entrée, quelque part votre notoriété, elle existe déjà en quelques jours. Hein. Vous, Frédéric Rose, alors vous avez une histoire qui remonte à quand? Ça dépend, une centaine d'années, disons. C'est ça, une centaine d'années. Avant ma naissance. Voilà. Je vais vous dire des choses vraiment très franchement. Jusqu'à il y a quelques années, je pensais que Technicolor n'existait plus. Et quand j'ai vu le nom de la marque revenir, je ne savais pas que c'était une marque française. Donc comme quoi il y avait du boulot. Ce boulot, vous avez commencé à le faire. Si on habite Paris, c'est impossible de ne pas vous voir en passant sur le périphérique. Hein, vous êtes au niveau de la porte de Versailles, hein, quasiment. Voilà. C'est un très bon endroit pour être installé d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est quoi votre métier aujourd'hui? Écoutez, notre métier aujourd'hui consiste principalement à développer les technologies de l'avenir autour de la vidéo. Donc le travail, la création de l'image. Donc nous sommes aujourd'hui probablement numéro 1 mondial dans la recherche des nouvelles technologies de l'image,
le travail, la création, la post-production de l'image, donc les films qui sortent en salle de cinéma. Nous touchons aujourd'hui 40% des films qui sortent en salle de cinéma, et puis on travaille sur la distribution également de ce contenu, que ce soit par le physique, le DVD, mais également par le numérique. Et c'est bien pour cela que ce salon nous parle énormément, parce que ce que nous essayons de faire, c'est de trouver qu'est-ce qui va vraiment favoriser la consommation du contenu par le consommateur de l'avenir. Et puis, alors justement, ça me fait penser à votre nouvelle interface. Enfin, alors, comment on peut l'appeler? Ça relève de la télé connectée. Je pense à MGO, comment vous le prononcez? Nous avons lancé à ce salon MGO, MGO d'ailleurs en coopération, en partenariat avec quelques autres grandes sociétés, dont Samsung, Vizio et Intel. MGO en deux mots, c'est quoi? MGO en deux mots, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, je vois que vous avez des iPhones, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont des Samsung, des autres qui ont des Toshiba. À la maison, vous avez des écrans de télé de différentes générations, vous avez des tablettes de différents fabricants. Et puis vous avez également des services pour la télévision. Vous avez un service Canal+, vous avez peut-être TF1, VOD, vous avez peut-être un abonnement associé à cela aux États-Unis, vous avez Netflix, vous avez Amazon, des services qu'on verra dans l'Hexagone certainement dans les années à venir. Mais le problème de tout ça, ce sont tous des solutions fermées. Donc dans les univers, que vous soyez les opérateurs ou les fabricants, essayent de vous emmener dans un univers fermé. Donc une fois que vous rentrez dans le monde Apple, ils essayent de tout faire pour vous garder dans le monde Apple. Ils ne veulent pas que vous en sortiez. La même chose, on peut aller d'un fabricant à l'autre. Et tout ce que nous faisons, c'est nous disons, eh bien, vous l'abonnez, vous devriez avoir le choix. Et pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'acheter que du Samsung ou que d'acheter que de l'Apple? Finalement, achetez le produit que vous voulez, mais on vous donne accès à tous vos contenus d'une seule façon, sur un seul écran. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, vous n'avez pas besoin d'aller les trouver, et vous pouvez retrouver votre indépendance et acheter ce que vous voulez. Je voudrais juste saluer un de nos confrères qui s'appelle Driss Abdi. Driss, viens nous voir, parce que tu as attendu, et comme on a pris du retard, tu prends l'avion. Je voudrais quand même te claquer une bise, comme on dit. Te remercier pour ton coup de main. Juste, impression du CES pour toi? Mitigé. Assez mitigé. C'était l'invité surprise, la téléphonie mobile finalement qui nous a le plus impressionné. Donc on attend le Mobile World avec impatience à Barcelone. Barcelone, fin février. Voilà, donc rendez-vous à Barcelone. Merci pour tout, et à dans quelques jours à Paris. Xavier Dalloz, alors le groupe de Français, vous avez quasiment squatté la moitié d'un avion à 100 là. Qu'est-ce que eux, c'était quoi leur centre d'intérêt prioritaire? C'était de comprendre la vie quotidienne, on va dire dans un monde globalement numérique, massivement connecté. Quel est leur rôle? Et quel modèle économique pour leur éviter d'être désintermédiés? Quel rôle peuvent-ils jouer, rôle majeur, dans une relation qu'on peut appeler d'interaction augmentée avec un citoyen consommateur? Comment ça fonctionne? Ce citoyen consommateur qui a dans sa poche un téléphone, qui a chez lui un écran de télévision, qui a accès, qui est en généralement connecté, comment on fait pour interagir avec lui? C'est quoi cette approche qui est commune un peu à tout le monde, j'ai l'impression, du multi-écran qui est prioritaire, savoir communiquer quel que soit le moyen? Moi j'appelle ça depuis 10 ans l'ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device. Ah, pas mal. Donc tu sais que je l'ai brandé en 2000. Très bien. À l'époque personne n'en parlait. Ouais. Et aujourd'hui on le voit partout, effectivement, c'est ça. Ouais. Et leur but c'est quoi? Ils veulent avoir un coup d'avance en venant ici? Ils veulent plus qu'avoir un coup d'avance. Ouais. Ils veulent éviter de se retrouver seuls, et de bien le faire ensemble. Donc c'est un coup ensemble pour bien préempter au niveau mondial, parce que ce sont quoi les entreprises au niveau mondial, le préempter de telle sorte qu'ils comprennent les modèles économiques un coup d'avance, mais ensemble. Écoutez, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, messieurs. On vous souhaite beaucoup de succès, Serge. Alors comment il s'appelle votre téléphone? Il s'appelle l'Invoxia. Invoxia. Et concrètement, il sera disponible quand? Il est disponible dès maintenant sur notre site web www.invoxia.com.
Il vaut combien cette merveille vaut combien? Un peu plus de 400 €. D'accord. Bon, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et bon retour. Merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Frédéric Rose, vous, vos interlocuteurs, c'est Hollywood vient vous voir ici quand vous êtes au CES? Oui. Ouais. Mais pas seulement Hollywood, également les grands opérateurs telco, câbleaux et satellites. Et bien, on vous souhaite. Et puis également les sociétés que vous voyez autour de vous, Bien sûr. les Samsung, etc. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour cette émission exceptionnelle, parce que c'est la première fois qu'on fait un direct comme ça depuis le CES de Las Vegas, en tout cas sur le web et à destination du public français. Merci. On va changer de sujet, on va revenir à des préoccupations plus légères peut-être, et à toutes les petites trouvailles, tous les gadgets, tous les produits et parfois assez géniaux qu'on peut découvrir ici sur le CES. C'est ça, hein. Il y a à la fois les grandes marques et les grandes annonces, et puis il y a les petits stands. Et nous, on se bat pour essayer d'avoir le temps d'en voir le maximum. C'est notamment ce que tu fais, Anne, pour le Journal du Geek avec Greg. Tout le temps. Qui d'ailleurs est reparti dans les couloirs. Parce qu'il faut savoir que le CES, c'est quand même 40 terrains de football avec que de la technologie. Donc du coup, on prend du temps pour tout couvrir. Alors pour vous permettre de partir, on va retrouver Henri Sédou, le patron de Parrot. Il y a l'Air Drone, il y a des autoradios aussi assez intéressants. Et puis il y a une nouveauté qui a été dévoilée ici avant-hier, si je ne me trompe pas. C'est un casque designé par Philippe Stark. Henri Sédou va vous le présenter. Pour l'avoir essayé, c'est vrai que c'est assez étonnant. Regardez. Donc le premier truc, c'est quand on met le casque, il se met en marche. Et après, il élimine le bruit. Vous avez appuyé sur rien là? Sur rien, j'ai rien appuyé. Il s'est juste mis en marche tout seul. Et après, avec mon téléphone, bien sûr, il y a Bluetooth, mais il y a aussi le câble. Et avec mon téléphone, je peux écouter la musique. J'augmente le volume. Voilà. Je passe à la chanson suivante. Donc c'est vraiment un casque super high-tech. Ça n'a jamais été fait. C'est du très haut de gamme ou c'est du... J'entends pas parce que le truc est tellement isolé du bruit, je n'entends pas ce que vous me dites. C'est du très haut de gamme. C'est du... Il va sortir quand il va sortir bientôt et c'est un casque effectivement haut de gamme. Et moi j'ai beaucoup aimé à la fois l'isolation acoustique et puis le pilotage tactile. Surtout l'isolation acoustique. C'est impressionnant. C'est là où c'est vraiment le plus impressionnant, c'est avec le bruit du salon, avec le bruit ambiant, on n'entendait quasiment rien. C'est impressionnant. Bon, par contre, on nous a pas dévoilé le prix. Et là, ça risque de piquer un peu à la fin. Oui, mais alors, quand j'ai posé la question, ils m'ont dit oui, mais par exemple pour l'Air Drone, on nous avait dit que ça coûterait très cher. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, il est sorti à un prix relativement agressif. Bon, en gros, ils m'ont dit la même chose pour le casque. Mais faut pas oublier que Parrot, ce sont aussi des cadres photo à 400 €. Ouais, c'est vrai. Alors, bon, limite là. On verra. Deux nouveaux invités nous ont rejoints sur ce plateau du 360 High Tech live exceptionnel pour fêter la fin de ce CES 2012. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez tweeter avec le hashtag le360HT. On prendra vos messages à la fin de l'émission. Restez après le générique, on reviendra sur les messages que vous nous aurez laissés et sur les questions peut-être aussi. Bonjour Fanny. Bonjour Benjamin. Fanny Bouton, geekette à couette. Voilà. C'est un bon résumé. On va dire ça. Fanny, donc tu as vécu en Asie, mais tu es connue pour tes parties, comme on dit. Des soirées pour fans de technologie. Voilà, donc tu es un petit peu ici chez toi aussi. Aussi, c'est ma 4e édition. Et puis Florent Lafarge. Bonjour Florent. Bonjour Benjamin. Toshiba. Aussi. Plutôt la partie informatique. Aussi, donc on va parler. Il y a aussi toute une actu autour de l'informatique ici au CES. Il n'y en a pas que pour les télés et pour les iPods. Et puis Jean-Christophe Linder, toujours là. Alors Jean-Christophe, on va peut-être commencer par toi. Je ne sais pas Fanny si tu as des choses à nous montrer. Est-ce que tu as des petits gadgets? Rien. Alors tu vas nous en parler au moins. Voilà. Bon. Jean-Christophe, alors vide ton sac si tu me permets. Regarde, tu as une table devant toi. Toi, tu viens ici pour... Clairement, tu cherches les pépites que tu vas pouvoir vendre sur macway.fr notamment. Est-ce que c'est un bon endroit pour trouver des gadgets? De manière générale, oui.
Parce que tu vas aussi en Asie, à Taïwan, au Computex. Surtout à Hong Kong. À Hong Kong, Computex, Hong Kong. c'est un peu passé maintenant. Ah bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au CES? On trouve toutes sortes d'accessoires. Ouais. C'est un bon endroit pour les accessoires. Et tous les fournisseurs sont là également avec qui on travaille tout au long de l'année. Donc c'est un bon moment de rencontre. Alors, Apple n'est pas présent en tant qu'exposant, mais ils sont là en filigrane quasiment partout. Exactement, Ouais. entre autres dans la zone iLounge, Ouais. c'est clairement une zone de produits Apple. Alors qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu? J'ai trouvé beaucoup de choses, j'ai pas tout ramené. J'ai ramené des petits objets que j'ai trouvé personnellement très sympathiques. Ouais. Tu veux que je prenne ton sac? Allez. Tu me permets, hein? Ouais, mais on va commencer par celui-là. Ah, très bien, alors. Un tout petit mais tout sympa. Je sais pas si je peux Ah, merci Florence, c'est sympa. Un tout petit mais tout sympa. Travail d'équipe. Hein. On a tous des écouteurs avec nous toute la journée. Le gros problème c'est qu'ils se perdent dans les poches, les fils s'enroulent, c'est pas pratique. Et ça c'est un tout petit produit, tout simple, c'est un petit enrouleur qui vient d'Australie. Pas un pays habituel dans les gadgets informatiques. Et ça permet donc de ranger son casque. Tout simplement. Alors, essaie de te pencher un peu vers la gauche, Jean-Christophe. Comme ça, la caméra derrière Anne pourra le voir. Voilà. Ou alors moi, je vais peut-être le prendre. Comme ça, ce sera peut-être un plus gros plan. Simple. Il n'y a pas de pile, c'est un petit ressort au centre. On va voir si tu te débrouilles. On le met là comme ça. Tout simplement. Et après, on fait quoi? On appuie sur le bouton? Ouais. Voilà. Pas mal. Votre démonstration, pas à la bonne Aldi. Je peux aussi le foirer. Vas-y. C'est intéressant, un vrai utilisateur. Ouais, c'est tout. Tu vois, oui. Voilà. On passe la boucle. Il faut arriver à passer la boucle. Voilà. Et on appuie sur le bouton qui est là. On met pas... Il y avait le micro. Bon, il y avait un câble. Il y avait le micro, mais ça a quand même bien marché. Voilà. Et après, tout bêtement, tu mets ça en poche et tes oreillettes sont rangées. J'ai trouvé ça assez sympathique. Simple et sympa. Fanny Bouton, alors toi, de quelle manière est-ce que tu couvres le CES? Qu'est-ce que tu cherches à voir? Quelles sont tes priorités? Alors j'ai bien évidemment été voir tout ce qui est gros constructeurs pour voir un petit peu s'ils avaient des nouveautés, mais c'était quand même assez calme, on l'a déjà dit. Ouais. Mais après j'ai été arpenter le hall sud, le hall nord, où il y a beaucoup d'accessoires et des événements comme le Showstopper et le CES Unveil. Et là, j'ai vraiment... Alors peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est. Oui, alors c'est des événements qui ont lieu à côté le soir du CES, une fois que ça ferme ici. Et ce sont d'autres constructeurs ou des constructeurs qui sont présents mais qui manquent de visibilité, qui sont noyés dans la masse. Et ils sont là pour présenter, se mettre en avant justement. Donc là, on a pu voir beaucoup d'accessoires. Et alors, il y a beaucoup de choses, c'est autour de tout ce qui est jeux pour enfants et réalité augmentée. Et puce NFC. Et là, vraiment, j'ai trouvé des petites perles, des petits gadgets. Alors, on a pu voir un pistolet sur lequel on plug un smartphone, un iPhone, et dans lequel on va avoir des aliens ou des petites bestioles qui se mettent dans la réalité. Il faut les shooter avec le pistolet sur lequel on a mis. Donc le iPhone ou le smartphone devient un viseur en fait. Et puis il y a pour les tablettes, alors c'est des petits personnages, des petites figurines. Alors, on va assigner ça pour collectionner comme des Pokémon ou comme des Digimon, tout ça. Tout à fait. Donc les enfants vont adorer bien évidemment. Et en plus dedans il y a une petite puce NFC, donc ça permet de rentrer en contact avec le produit, le device, et on va faire vivre ces petits personnages. Et il y en a un qui s'appelle On the Man. Alors, il est rigolo, mais si on le nourrit pas bien, etc., il a un petit côté Gremlins, il va se transformer, il va devenir méchant, donc il faut bien s'en occuper, sinon il casse tout dans le iPad ou dans la tablette. Voilà. Jean-Christophe, peut-être tu as un sac plein, donc moi j'ai assez envie de voir. Ouais. Très simple ça, je les ai pas ouverts mais... Je vais le faire si tu veux. Voilà. Je suis pas doué pour les ouvertures des 3-4 trucs. Ah, il faut vraiment l'ouvrir là, je l'ouvre. Ouais. C'est Noël, Benjamin, vas-y. Allez. Oula. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on ait un iPad sous la main. On en a. Je vais en chercher un. On en a. C'est juste ça? C'est un petit grip. C'est vraiment bête, mais c'est bien foutu. Le principe est tout simple en fait. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime bien, les choses qui sont simples. Donc, ça se met à l'arrière de l'iPhone, de l'iPad. De l'iPad quand même. Parce que là c'est un peu grand pour un iPhone. Ou de n'importe quelle autre tablette, même Samsung et autres. Et ça crée une zone, déjà l'iPad on l'a mieux en main. Essaye un peu Benjamin, peut-être. Ça va? Ah oui, ça va, oui. Et après, dans toutes les situations où on est dans un avion ou autre, ça permet
d'utiliser son iPad, là on va plus le voir, je pense à la caméra, sur ses habits et il bouge pas. Tout à fait. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est des petites choses, ça. C'est des petites choses bien pour. C'est des bonnes petites choses. Des bonnes petites choses. Fanny, tu connaissais ça? J'avais vu sur des téléphones en beaucoup Ouais. plus petit, mais pas encore de cette taille-là. La Pour les matière est tablettes, une c'est pas matière mal. très très sophistiquée, c'est une microfilm très dense. Ça tient vraiment sur Ouais. n'importe quoi. Mais par exemple, est-ce qu'on pourrait le fixer au tableau de bord d'une voiture? Pas sûr, à cause du poids, mais peut-être. par exemple, là, tu pourrais le fixer sur le mur là-bas. Non. Si. Tu essayes? Je sais pas si on le verra parce que je sais pas si une caméra. Si, peut-être là. Si, Non, peut-être. par contre, juste sur le dossier du siège là. Ah oui, là, tu peux essayer. Essaye là-bas, Jean-Christophe. Essaye sur le mur du fond. Et Florent, alors toi, comment est-ce que tu visites le CES? Bon, t'as évidemment tout le travail que tu dois faire sur le stand et en représentation, beaucoup de rendez-vous. Mais quand tu peux t'échapper, alors? Bon, pas la verticale. Non, pas la verticale, non, définitivement non. Un peu d'angle. C'est l'iPad de Fanny. Et au moins Anne, ça montre qu'on essaye les produits. On les teste jusqu'au bout. Non, l'idée c'est vraiment d'utiliser ce produit quand vous êtes dans votre canapé avec le genou. On le voit avec l'illustration, je crois ici. Donc quand vous êtes affalé sur votre canapé, là vous pouvez poser votre tablette sur votre cuisse et ça ne glisse pas, enfin normalement. Et si vous portez au moins un pantalon. La cuisse, voilà. La cuisse nue, je sais pas, mais le pantalon. Ouais. Ouais. Mais sérieusement, Jean-Christophe, il y a tellement d'exposants. Est-ce que tu te balades au hasard? Comment on fait? Comment on se construit un programme sur 4 jours? Moi je suis un peu systématique. Tiens, prends le micro parce que le pauvre Florent il va avoir une crampe. Je suis un peu systématique, c'est-à-dire que j'essaye un peu de faire toutes les allées. Ouais. C'est pas évident parce que c'est un grand salon et qu'on a aussi beaucoup de rendez-vous, donc les deux à la fois ça complexe le truc. Et on fait assez systématiquement et puis on regarde un peu, on est 3 sur le salon. Le soir on discute un peu de ce qu'on a vu et on finit en général toujours par trouver des petites choses intéressantes. Dans un océan de produits inintéressants, parce qu'il y a plein de MeToo, il y a plein de gens qui font des coques, des choses toutes simples, plus ou moins bonnes et plutôt moins bonnes de manière générale. Et il y a quelques produits intéressants, on les trouve. On a l'expérience des salons, on fait 4-5 salons par an. Tu as autre chose ou pas? Juste, je voudrais dire une chose parce que on est vraiment en direct, c'est pas du. Voilà. Donc les tweets qui tombent, que j'essaye de suivre un petit peu, vous nous demandez de répéter le nom du téléphone de Serge Renoir. Donc effectivement, Kelvin Suisse a raison, c'est bien le Invoxia, INVOXIA. Restez avec nous, juste après le générique de fin, on va entre nous reprendre vos tweets, vos messages, et puis essayer de répondre avec Anne, avec Fanny, avec ceux qui sont là, de répondre au maximum de questions. Jean-Christophe. Un produit un peu plus sophistiqué mais très très intéressant celui-là, c'est un boîtier pour iPhone qui permet en fait de transformer l'iPhone en caméra extrême, un peu comme une GoPro. Donc l'iPhone filme en Full HD. Ça nous intéresse tous. Ça permet de la mettre sur un casque, ça permet de la mettre sur une moto. C'est associé à des petites applications, entre autres une application qui mesure la vitesse en temps réel. Donc pour celui qui veut faire le tour du périph' à 200 à l'heure et se filmer, on peut utiliser ce genre d'accessoires pour du ski, pour tous les sports extrêmes. Et c'est un produit vraiment intéressant. En fait, c'est un support pour casque qui permet de fixer notamment un iPhone. Il y a en fait 5-6 parties à l'intérieur et l'étui étanche également. Pas mal, pas mal. Alors Florent, donc je disais, comment est-ce que toi tu visites, comment tu profites du CES et qu'est-ce que tu recherches? Alors nous, pour nous le CES c'est un grand moment, en tout cas le premier de l'année où on peut à la fois rencontrer tous nos distributeurs pour faire le point sur ce qui s'est passé l'année dernière. On commence déjà à avoir les premiers feedbacks sur ce qui s'est passé sur la fin d'année, sur Noël et comment on va voir et engager la nouvelle année. Ouais. Donc ça c'est un grand moment, on a un nombre de rendez-vous incalculable sur les 2-3 jours. C'est un salon de contrat ou c'est un salon de découverte et de prise de contact? Alors, pour nous, à notre ici niveau, c'est pas un marché de contrat. Pour certains, c'est effectivement un marché de contrat. Pour nous, non. On est plutôt dans la relation avec nos clients. On est là pour leur montrer sur quoi on est en train de travailler, qu'est-ce qui va se passer sur l'année à venir. On est plus sur le point business pour l'année qui va s'écouler. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, eh bien pour moi ça me permet d'aller voir aussi mes petits concurrents, parce qu'ils sont tous là, on est tous à peu près groupés dans le Central Hall. C'est assez simple, en plus vous êtes tous là aussi, donc oh c'est génial, il y a un truc qui fait telle chose, tu vas voir c'est génial. Et puis effectivement je rebondis sur ce que disait Fanny tout à l'heure, il y a aussi des événements qui sont en parallèle du CES où là on découvre des pépites
qui ne sont pas exposés, qui sont un peu behind the curtain, comme on dit, derrière le rideau. Et il y a souvent des grandes surprises. Anne. Oui. Alors, toi, est-ce qu'il y a des petits produits inattendus qui t'ont marqué? Si je te demande de donner les trois produits comme ça, favoris du CES, ce serait quoi? Ah, mais trois Allez, rien que pour le fun, il y a alors je me rappelle plus de son nom, mais en fait c'est un petit objectif qu'on fixe à son iPhone. Donc pour une fois, c'est pas un truc aimanté qu'on doit coller ou tout ça. C'est vraiment quelque chose qui se met dans le coin de l'iPhone et qui permet de transformer l'APN en grand angle ou en fisheye. Donc c'est super pratique. On l'a essayé hier avec Fanny en soirée. Et ben on a des photos qui passent très Quelle soirée bien. Voilà. Hier, en fait. À la piscine ou non? Non, une vraie soirée dans une boîte de nuit. Ah d'accord, c'est ce soir la piscine, d'accord. La deuxième nouveauté, c'est chez Samsung avec leur fameux transparente window. On en a déjà parlé lors des quotidiennes, avec cet effet où on peut transformer un écran transparent en rideau. Alors on a les images, Anne. C'est quoi cet écran transparent, Anne? C'est un écran transparent qui est censé à terme remplacer nos fenêtres. Donc à partir de là, vous imaginez qu'au lieu d'avoir un écran, vous avez juste votre fenêtre, un peu comme dans le film Total Recall ou encore Minority Report. Exact. C'est-à-dire des écrans qu'on peut contrôler, tactiles, et qui permettraient de changer un peu nos quotidiens et peut-être très sans doute notre design d'intérieur. Y compris, on l'a vu avec le store. Exactement. C'est un clin d'œil, mais ça sert vraiment à ça. Bah oui, t'imagines, au lieu d'avoir ta télé comme ça, là tu regardes ta fenêtre, c'est bien. Et troisième, alors en 3, tu dirais quoi? Le troisième, en fait, c'est plus une tendance générale. C'est la tendance autour de ces nouvelles façons de contrôler la télé. Donc on parle beaucoup de gestuelle, etc. Bien, ça marche plutôt pas mal et on est impatient de voir ça un peu plus souvent. Voilà. Voilà, alors on va revenir. Ellie, viens Ellie, viens. On est à la bonne franquette. Viens. On va pas faire de chichi. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Toi aussi, tu as 3 gadgets. Allez, vas-y. Alors, j'ai trouvé d'abord parce qu'on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé lors de la sortie de l'iPhone. Donc une société qui a fait un clavier en fait qui se projette sur la table. Donc en même temps, c'est un étui, ça prolonge la batterie et ça permet de taper directement donc, sur un clavier qui a la taille d'un clavier normal. Le défaut aujourd'hui, c'est qu'il n'est qu'en QWERTY. Ils sont en train de travailler sur une version pour la France. Donc pour l'instant, voilà, technologie, mais pas encore pour nous. T'avais vu ça, Jean-Christophe? C'est un produit très ancien, c'est coréen, c'est Cellulon. Ça fait 5-6 ans qu'ils ont le produit, mais pas spécialement pour l'iPhone. Et là, ils ont décidé de l'adapter. Voilà. Ça a l'air hyper intéressant. Ça prolonge la durée de batterie. C'est de la haute technologie. C'est hyper intéressant quand même. Voilà. Ensuite, donc, dans les petites caméras, donc, je te confie. Donc ça fait une oreillette Bluetooth, donc ça permet de téléphoner et en même temps de filmer. Et là, ils ont rajouté un outil de streaming en direct. Donc on utilise l'iPhone soit pour enregistrer, soit maintenant pour diffuser en temps réel. Pendant qu'on se déplace. On fera l'émission avec l'année prochaine. Ça marchera mieux. Moins de problèmes techniques, Benjamin, avec ça, non? Ce sera plus simple. Voilà, et puis le troisième... Pourquoi prendre 40 kilos de matériel? C'est la Loxy, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est disponible, on le trouve en Europe, même sur Amazon. Le troisième, c'est quelque chose de beaucoup plus gros, mais c'est une des grandes nouveautés technologiques du salon. C'est la Tesla S, donc c'est une voiture 100% électrique. L'avantage, c'est que une voiture électrique peut être belle, ça ressemble un tout petit peu à une Jaguar. 5 places, 5 adultes plus 2 enfants, 480 km d'autonomie et ça dépasse une Porsche Cayenne au démarrage. Donc $57 000 quand même au démarrage, mais avec $15 000 de réduction d'impôt parce qu'elle est électrique. Mais ça vaut ici ça. Oui, et elle va sortir en Europe dans un an. Et l'intérieur de la voiture, je ne sais pas si tu ouvres le... Vas-y. En fait, ils ont fait l'équivalent, donc ils ont mis un 17 pouces tactile. Donc c'est comme si on avait un iPad géant dans la voiture. C'est hallucinant, il faut aller la voir. Il nous reste encore une demi-journée, moi je l'ai pas vue cette voiture. Merci beaucoup Ellie, tiens je te rends tes docs parce que c'est précieux. Hein. Oui. C'est avec ça qu'on se souvient de ce qu'on a vu ici, une fois de retour à Paris. Alors on n'a pas parlé de la partie informatique du CES, on va en parler avec toi Florent, et puis avec vous aussi les amis. Confirmation du raz-de-marée Ultrabook. Anne. Ultrabook et tablette. Ultrabook et tablette, ouais. Tout à fait. Voilà. Alors, je confirme. Peut-être Florent. Je confirme. Vous enchaînez les tablettes? On enchaîne les tablettes, effectivement. On met la pression, on continue cette pression.
avait notre première tablette l'année dernière, en mois d'octobre de l'année dernière, donc on était un peu tout nouveau sur ce marché-là. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. On a la 3e version avec la T200 qui va être commercialisée en Europe là d'ici quelques semaines. Hein, donc, enfin, exactement. Hein, parce que tu es très nombreux à me dire, alors c'est quand donc effectivement, c'est là. Et puis, pour ce CES, on a aussi montré sur quoi on était en train de travailler au niveau des tablettes, de la plus petite, très petite, 5 pouces 1, en plus avec un format un peu particulier, à le souligner, en 21/9 cinémascope, jusqu'à 13 pouces, en passant par 7 en AMOLED, en 10 pouces ultra fin, en 10 pouces un peu moins fin, et puis enfin, hop, je l'éteins. Les tweets, un BlackBerry, voilà, c'est ça. Les tweets, les Facebook, les machins, etc. Ça n'arrête pas de péter tout à l'heure. Et puis aussi des grandes tailles d'écran. Effectivement, c'était pour un peu montrer tout ce qu'on était capable de faire sur les modèles où on était en train de travailler. Et puis pour conclure sur la partie tablette, petite cerise sur le gâteau, parce que chaque année on est là à montrer quelque chose d'un peu particulier qui sort de l'ordinaire. C'est une tablette complètement étanche. Oui. Non seulement elle est étanche, mais en plus elle se recharge par induction. Donc on n'a plus besoin de la relier à un fil, même à l'intérieur de l'aquarium. Donc sur le stand, vous avez probablement fait des images. Elle est sous l'eau et puis elle est rechargée et elle fonctionne très très bien depuis le début du salon. Donc voilà un petit peu sur l'actualité de tablette pour nous. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de marques qui ont fait des annonces ici au CES, Toshiba, et puis il y a aussi Asus, l'un de vos concurrents, n'est-ce pas Anne? Tout à fait. Asus qui est assez en pointe aussi, avec des problèmes de disponibilité des produits. C'est le gros problème d'Asus. C'est le gros problème. Mais quand même des annonces, notamment cette nouvelle Transformer HD, alors que la Transformer Prime n'est toujours pas arrivée. Voilà. Alors, oui, c'est le problème en fait d'Asus et tout ça, c'est que Asus essaie de suivre au jour le jour les demandes des consommateurs et des technologies qui suivent ou pas. Et ils travaillent un peu en flux tendu. Flux tendu, malheureusement. Alors, heureusement, il y a une bonne nouvelle pour la Transformer Prime. Et puisqu'elle a maintenant pas un successeur, mais il y a un modèle supérieur qui va bientôt sortir, écoutez Cécile Brognier, la directrice du marketing de Asus. On connaissait la Transformer TF101 qui avait été lancée avec succès au 2e trimestre 2011. Donc là, on a Transformer Prime qui arrive en magasin et qui est disponible en France cette semaine, enfin. Elle a été attendue, elle arrive enfin. Donc c'est la première tablette qui tourne sous le processeur NVIDIA Tegra 3. Elle est disponible dès cette semaine avec la mise à jour Ice Cream Sandwich, donc Android 4. Et ensuite, il y a une nouvelle Prime. Donc en fait, elle s'appelle Transformer Série 700. C'est une version améliorée de la tablette Prime, puisque son amélioration consiste en un écran haute définition. Donc on a un écran WUXG1 de résolution 1920 par 900. Donc on a vraiment une image beaucoup plus fine, des pages web qui s'affichent en entier et donc une navigation multimédia optimisée. Voilà Cécile Brognier de Asus France. Asus, Anne, qui a quand même surpris pas mal de monde avec cette nouvelle tablette. La fameuse Memo 370T. Je crois, voilà. Donc en fait, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une des premières tablettes 7 pouces avec du Tegra 3 et surtout annoncé à un prix record de $250 seulement. Ouais. Monsieur Toshiba. Il en reste bouche bée là. Non, attendez pas. Très bien. On verra. Non, je sais rien. Pour l'instant, pas de commentaires. J'ai pas vu le produit. J'ai pas encore visité tout le monde sur cette partie-là. Mais effectivement, j'en ai entendu parler. Asus se trouve à l'hôtel Trump. Tu peux pas le louper. C'est ça. Voilà. La devanture toute dorée passée là-bas. Légèrement rococo, comme on dit. Sur les ultrabooks, Fabien. Flan. Pardon. Oui, Vincent. Voilà, un prêté pour un rendu. Voilà. Allez hop. Florent, l'ultrabook, c'est vraiment en train de devenir un phénomène. Oui, alors effectivement, c'est un phénomène. Pour Toshiba, les ultra portables, c'est une longue histoire d'amour. On développe des produits ultra fins, ultra légers depuis plusieurs années. On était vraiment très avant-gardiste là-dessus. Intel a donc développé ces nouvelles générations de processeurs courant de l'année dernière pour développer encore un format normé sur cette partie-là. Oups, petit accident derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, Alain? Donc oui, les ultrabooks, effectivement sur la fin d'année,
Donc c'est l'introduction de ces fameux facteurs de forme ultra fins, ultra légers. Donc pour Toshiba, ce sont des produits qui vont faire environ 1 kg, 13 pouces pour l'instant. Et sur le CES, on a montré nos futures générations d'ultrabook. Avec des tailles d'écran plus grandes. Avec des tailles d'écran plus grandes, effectivement, pour aller un petit peu améliorer l'ergonomie des produits en augmentant la capacité de disque dur, faisant des disques durs hybrides par exemple, probablement améliorer encore les performances graphiques. Tout ça justement pour améliorer le confort de l'utilisateur sur des produits toujours ultra fins et toujours ultra légers. Les poids, c'est toujours 1,5 kg. D'accord. Anne, est-ce que les marques vont progressivement arrêter de faire du portable PC classique? C'est un peu le but. Déjà, on le vit depuis quelques années. Il n'y a plus de lecteur CD, plus de lecteur DVD, plus de lecteur Blu-ray. Tout devient une option. Et en plus, avec le développement du fameux format Thunderbolt qu'on utilise tous, c'est vrai que les débits sont suffisants pour que ça soit un appareil externe. Et donc du coup, sans lecteur optique, on gagne en poids. Et c'est vrai que cette frontière ultra-book, ultra-portable s'estompe petit à petit. Et oui, je pense qu'on s'oriente directement dessus. Fanny, toi qui aussi, tu utilises beaucoup d'ordi. Ouais, moi c'est... Qu'est-ce que tu en penses de cette mode? Est-ce que c'est une mode qui va passer ou est-ce que... Non, moi je pense que c'est vraiment... J'espère que ça va aller en continuant et que ça va s'alléger et que ça sera plus fin, plus confortable. Après, pour moi, c'est un effet de mode qui est revenu parce qu'on a eu une période où les constructeurs faisaient il y a 5-6 ans, des polis très très légers, tout petits. Voilà. Avec la gamme Portégé. Oui, tout à fait. Il y avait les Vaio chez Sony, mais il y avait vraiment des produits extra. Il y a eu les IPC aussi, le netbook. Le netbook, il est en train de se faire balayer par l'ultrabook. Le netbook se fait remplacer petit à petit par les tablettes. Un intermédiaire et voilà, ça c'est balayé par les tablettes. Et là on revient, après on était revenu sur les performances, donc on revenait sur des ordinateurs qui étaient plus costauds, qui tournaient bien. Et là on essaye de mixer les deux en fait, l'ultra léger, l'ultra fin et l'ultra... performant. Voilà. Performant, Merci. exactement, performant. Mes amis, l'émission touche à sa fin, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Je voudrais vous demander peut-être un petit mot de conclusion sur... on a dit au début que finalement il n'y avait pas eu d'annonce majeure sur ce CES. Quel est le prochain événement que vous attendez les uns et les autres? Anne? Le MWC, tout voilà, simplement. On pense déjà à Barcelone. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que qu'est-ce qui nous a drivé jusqu'à maintenant, ces dernières années, c'est la mobilité. Et maintenant, les constructeurs l'ont bien compris, la mobilité égale MWC à Barcelone. Ouais. Donc tant mieux pour nous, parce qu'en plus, il fera beau. On est au bord de la mer. C'est fin février à Barcelone, c'est le salon mondial de la téléphonie mobile. Et on a bien senti que les constructeurs, c'est les chatouillets d'annoncer de la téléphonie ici, mais c'était pas le lieu. Voilà. C'est pas le moment. Il y a une sorte de consensus. C'est pas au CES qu'on annonce de la téléphonie. Voilà. Sauf exception chez quelques marques. Sauf exception chez quelques-uns. Un Polaroid, le smartphone que tu nous as montré hier. Polaroid a une position un tout petit peu différente aux États-Unis. Parce que Polaroid en fait, fait autre chose que de la photo aux États-Unis. Donc à savoir TV, etc. Donc du coup c'est pour ça qu'ils préfèrent le CES. Fanny, on a déjà l'esprit tourné vers le printemps? Vers le printemps, non, pareil, c'est Barcelone. Bah oui. Vraiment, c'est printemps Barcelone, non? Oui, c'est le début. C'est toujours le printemps. Quand on rentre, on sait qu'il va faire beau à Paris, enfin. Qu'est-ce qui peut se passer à Barcelone? Quels vont être les grands... Qu'est-ce que tu attends, toi? Moi, j'attends de voir un petit peu si les constructeurs vont utiliser tout un tas de nouveaux accessoires comme les Gorilla 2 pour les glaces avec des... C'est tellement bien parce que c'est résistant, le téléphone qui tombe et qui casse pas, et on a vu des super tests où on peut aller vraiment fort, marcher sur le téléphone et tout ça. Voilà, donc j'aimerais bien voir ces composants arriver dans les téléphones, les tablettes de plus en plus. Et tu as vu le téléphone insubmersible? Oui, alors j'ai vu ça, mais j'ai vu encore mieux. Moi, j'ai vu un produit on peut envoyer son téléphone, le faire imperméabiliser. Et en fait, la démo était géniale parce que les gars avaient imperméabilisé des Kleenex. Et on essayait de les tremper dans l'eau, ils se mouillaient pas. Et donc après, ils prenaient un iPhone et ils le mettaient dans l'eau. Donc ça veut dire que le téléphone survit à la piscine, à la cuvette des toilettes. Ils imperméabilisent tout l'appareil. C'est-à-dire qu'ils avaient en démo un Samsung Galaxy S2. Ils enlevaient la batterie, ils mettaient tout ça dans l'eau et tout marchait encore. Donc même ouvert, ça marchait. Donc c'est là où c'est vraiment impressionnant. Voilà. C'est pour toi ça, Jean-Christophe. Voilà. C'est pas mal. Il faut peut-être un peu de processus industriel derrière. Voilà. Jean-Christophe, toi, qu'est-ce que tu attends
tu attends l'actu Apple maintenant, non? Ouais, pas particulièrement un salon, c'est ce que j'allais dire. Plutôt effectivement les nouveautés Apple, l'iPad 3. La prochaine, c'est quoi pour toi? À mon avis, ce sera l'iPad 3. L'iPad 3. Il est dans les starting blocks là, donc il devrait. Pour quand? Il devrait, allez, mars. Boule de cristal, mars. Mars. Et l'iPhone 5, bon, juin. L'iPhone 5, on ne sait pas trop si ça va être juin ou septembre. Il y a plus de nuages autour de l'iPhone 5. Florent, t'as vu, j'ai fait un effort. Ouais, merci. Non, effectivement. Toi, qu'est-ce que tu attends de je suis partisan, effectivement. Le Mobile World Congress va être aussi un gros temps fort de ce premier semestre. Pour nous, l'enjeu, ça va être de commercialiser tous les produits, toutes les nouveautés qu'on a montrées au CES. Et puis de transformer ça sur des nouveaux pour les utilisateurs et pour les rendre plus contents avec tout ce qu'on est capable de leur offrir, même si ça va trop vite selon certains. Je voudrais vous remercier tous d'avoir suivi cette émission en direct. Voilà, ça a été pas simple, on s'y attendait. Merci Fanny pour ton coup de main technique. Voilà, on était au cœur du CES à Las Vegas. Je voudrais remercier, alors j'ai une liste de remerciements longue comme le bras, donc je vais évidemment pas pouvoir remercier tout le monde. Je voudrais avoir une pensée d'abord pour mes 4 petits choupinets et la femme que j'aime qui sont à Paris et que je vais rejoindre très bientôt. Je voudrais remercier Jesse qui est chez lui du côté du Mont-Saint-Michel et qui nous a aidés sur la partie développement et qui fait toujours un boulot extraordinaire et qui est mon pote et que j'embrasse. Je voudrais remercier Jorge qui est là-bas, qui s'arrache ce qui lui reste de cheveux. Mais Jorge, c'est presque fini. Tu vas pouvoir aller te coucher. Voilà, on a eu une semaine assez chargée ici et donc voilà, on est content d'arriver au bout de cette émission. Il y a beaucoup de gens qui nous ont soutenus, aidés, prêté du matériel. Donc forcément, je vais en oublier, mais je vais citer Sony, je vais citer Christophe Goudy, je vais citer voilà, beaucoup de gens qui, à distance, ont fait en sorte que ce soit faisable, possible. C'était la première fois qu'on montait un tel plateau sur le web pour le public français sur le CES. Pour moi, c'est, j'espère, le début d'une nouvelle aventure. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'on pourra refaire cette émission à Barcelone notamment. Et donc on attend aussi votre retour, savoir ce que vous en avez pensé. Merci à tous. Bye bye de Las Vegas. Anne. À très bientôt. Nous, on se retrouve dès vendredi prochain. Mais même juste après. Là, juste après. Déjà. Et ensuite, dès vendredi prochain, puisque le 360 high-tech continue. Et on sera de retour à Paris pour vous tenir au courant de toute l'actu high-tech en vidéo. Salut à tous et à très bientôt.